C'est ma principale fonction, membre du comité des experts. Mais, dans l'intervalle, j'assume les responsabilités du président de la commission de prise en charge des cas, au niveau donc, de la coordination technique de la riposte. Et voilà, mes principales activités sont celles-là. Ok. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, quelle est la situation de la pandémie à Covid-19? La pandémie a commis deux phases. Après la première vague que nous avons connue au début du mois de mars, jusqu'à atteindre un pic entre le tour du mois de mai et ceci jusqu'à juin-juillet, nous avons connu deux pics. Une première baisse vers la fin du mois de mai, une remontée en juin jusqu'au mois de juillet. Et maintenant, depuis le mois d'août, grâce à une organisation qui est meilleure de la riposte à tous les niveaux, tant sur le plan de la prévention que sur le plan de la prise en charge des cas, on a connu une baisse significative des cas jusqu'au tour du mois de septembre. Et à un moment donné, on est arrivé avec des sites qui étaient pratiquement devenus vides. Mais ceci ne signifie pas qu'il n'y avait plus de cas. On avait autour de 200 cas ou 300 cas suivis dans toute la République. Et puis on a connu une nouvelle flambée vers la fin du mois de septembre qui est partie dans les zones qui n'ont pas été dépistées initialement. Dans les plateaux, dans la Likwala et dans la cuvette. Et on a connu donc une flambée de cas à ce niveau. Donc on peut dire que c'était la même vague. Maintenant, est-il dit qu'à partir d'octobre, il y avait une baisse de nombre de cas. Mais maintenant, nous sommes en train certainement d'entrer dans la deuxième vague. Parce que cette deuxième vague est caractérisée par le fait que nous avons maintenant des cas hospitalisés, alors qu'on n'avait plus de cas hospitalisés. Nous avons encore des cas graves avec des décès qui arrivent de temps en temps. Ce n'est plus la même intensité qu'avant, certes. On a des décès de temps en temps. Et nous avons près de 617 patients qui sont suivis en installation à domicile. Donc je vous ai donné le chiffre de moins de 200 à 300, maintenant 617. Et tout cela prouve que réellement il y a une deuxième vague. Et cette deuxième vague est en cours. En tout cas, professeur, ça fait peur. Quelles sont les causes de cette deuxième vague? Les causes de cette deuxième vague, il faut analyser. Nous, les experts, on va analyser. On va analyser pour savoir est-ce qu'il y a un deuxième mutant, c'est-à-dire est-ce que le microbe a changé, est devenu un autre. Deuxième chose, est-ce qu'il s'agit de relâchement des mesures? Pour l'instant, nous savons qu'il y a surtout plus des mesures, des éléments du relâchement. Parce que, voyez-vous, les autres pays, lorsqu'ils ont essayé de décomprimer, la vague est arrivée rapidement parce qu'ils ont abandonné chez nous, les gens ne portent plus le masque, soit ils le portent au niveau du cou, les amendes ne sont plus dressées, les gens se confinent de plus en plus dans les veillées mortuaires, ce qui est normal, c'est notre tradition. Au moment de limiter, on continue. Dans les bars dancing, les boîtes de nuit sont ouvertes de jour et non plus de nuit. Il y a des attroupements, des réunions importantes qui rassemblent beaucoup de gens. Et tout cela, ce sont des éléments qui concourent à expédier une deuxième vague. C'est pour ça que nous avons, dans notre registre des cas qui sont dénombrés, on compte entre 10 et près de 25 nouveaux cas par jour, ce qui n'était plus le cas. Principalement à Brazzaville et Pointe Noire. On tombait, en tout cas autour du mois de septembre, autour de 2 cas par jour qu'on pouvait avoir à Brazzaville, 2 ou 3 à Pointe Noire. Alors ça annonce une vague, mais on peut l'arrêter encore, il n'est pas trop tard. Et c'est possible. Oui, il faut renforcer les mesures, il faudrait que les gouvernants entendent la voix du comité des experts, que les experts se réunissent rapidement pour trouver des stratégies qui permettent de baisser la pente de la remontée. Parce que sur le plan extérieur, les efforts sont faits pour que les gens fassent des tests avant la rentrée au Congo. Mais quelle est la plupart des faux tests qui sont faits avant d'arriver? Parce qu'on ne peut pas supposer que quand on est réunion internationale ici, que subitement, à la semaine qui suit le début des réunions, on a 27 cas positifs parmi les participants. C'est énorme. Ce sont des participants étrangers. Réellement, est-ce qu'ils ont fait des tests avant d'arriver? Ou alors avant de venir, les tests, ils ont pu dans l'incubation? Ou alors ont-ils été infectés dans les avions? Donc il est important qu'à tous les niveaux, bien sûr, il faut privilégier la production et l'économie. Mais on ne peut pas sacrifier la vie des populations au profit de cela. Il faut concilier les deux. Il faut faire de telle sorte que les gens soient utiles pour la production, soient isolés s'ils sont positifs, qu'ils respectent les termes de chez nous, puisque chez nous c'est la quatorzaine. On n'a pas dit on libère les gens 3-5 jours comme ce soit en Europe. C'est la quatorzaine, nous prenons des mesures amplifiées parce qu'on n'a pas les moyens de surveiller électroniquement les gens. Donc par conséquent, nous prenons les mesures de quatorzaine qui soient respectées, que si les gens sont positifs, on leur met nos traitements. Parce que nos schémas thérapeutiques, même si les gens les contestent,
ont donné la preuve des résultats d'efficacité. Donc plus les gens sont dépistés, plus ils sont isolés, plus ils sont traités à temps, on aura des meilleurs résultats. Donc il faut renforcer la prévention, donc il faut faire que les Congolais s'habituent à porter le masque. Même si ça chauffe, ça étouffe, comme le disent certains. Mais quand ils sortent, qu'ils le portent, qu'ils se nettoient les mains avec du gel ou du savon, qu'ils évitent les contacts rapprochés. Parce que les gens se saluent avec des coups de poing. Les coups de poing, c'est déjà rapprocher la main contre la main. Quels sont les gens qui ont inventé cette théorie? Les gens se saluent coup de coude. Vous savez, quand on donne coup de coude, on a 1 mètre de distance de soi. C'est pas possible. Donc, il y a des mesures qu'il faut renforcer. Et nous allons les maintenir jusqu'au cours de l'année 2021, même si on a un effort sur le vaccin. Il n'est pas dit contre un vaccin, on abandonne les mesures barrières. Personne n'a dit cela. Donc, je crois qu'il y a moyen de considérer tout cela. On peut encore rattraper pour faire que notre vague ne puisse pas s'épandre comme on le voit en Europe. Est-ce que chez nous au Congo, les agents de santé aujourd'hui sont aguerris pour faire face à cette pandémie? En principe, les gens de santé sont formés. Dire qu'on a formé tout le monde, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Les gens sont formés parce que vous voyez, au tout début de l'épidémie en mars, ou avril, mais jusqu'au mois de mai, quand un nouveau patient arrivait, tout le monde fuyait. Médecins, infirmiers, tout le monde déguerpissait. Et parfois, on laissait le patient en difficulté. Or, ce réflexe est passé. Donc, les gens acquis le réflexe sur la maladie. Donc, ils ont connu qu'il faut faire des mesures de prévention. Sur le plan des soins, ils ont été formés sur le protocole de prise en charge. Mais il faut les disséminer dans tout le pays. Il faudra que dans les districts sanitaires, dans tous les hôpitaux, les gens aménagent des salles de pétri à l'entrée de chaque hôpital et un espace de 5 ou 10 lits dans chaque hôpital pour prendre en charge des cas Covid. Parce qu'on ne va pas prendre un patient depuis où on peut l'évacuer à Brazzaville. Ce n'est pas possible, il faut le traiter sur place. Donc, il faudra qu'on donne des moyens pour pouvoir former des gens. En même temps, il faut motiver les médecins. Il faut motiver les personnels de santé. Parce que si on a pris l'engagement de les motiver et que la démotivation fait qu'elle est issue du fait que les gens ne sont plus payés régulièrement, ils ont de 4 à 5, 6 mois, ils ne sont pas payés. Et autre chose, c'est que les agents de santé sont de plus en plus infectés. Et quand ils sont infectés, ils ne sont pas indemnisés, on ne les encourage pas. Mais vous voyez, c'est un facteur qui peut être un frein à la prise en charge des cas. Mais je crois que les agents sont mobilisés. Je crois que si on avait une vague qui arrivait, il suffit de les rappeler, les mettre les moyens nécessaires pour qu'ils prennent en charge les cas. Si la deuxième vague n'arrive pas, à partir il faut faire que le Covid, la maladie par Covid, devienne comme une maladie ordinaire. De telle sorte que les gens intègrent ça dans le soin hospitalier. C'est la tendance que nous avons à faire pour que tout le monde soit guéri pour prendre en charge ces cas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment les médicaments qu'il faut pour traiter cette maladie? Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore consensuellement un médicament miracle. C'est-à-dire que ce soit en France, aux États-Unis, ici. Vous avez entendu M. Trump parler il a été perfusé par le remdesivir. Nous en avons ici aussi. Mais il n'est pas dit que ça fait la preuve d'efficacité quelconque. Donc, il n'y a pas de schéma consensuel. Nous avons un schéma, nous, qui associe 3 médicaments, qui est aussi efficace que ce qu'on dit. On vient d'acquérir des remdesivir, on a quelques flacons. On va garder ça dans les formes graves. Mais il n'y a pas de schéma. Le seul schéma consensuel qui va arriver, c'est le vaccin. Parce que moi, si le vaccin est démontré efficace, il n'est pas nocif pour les individus, à partir de là, l'État fera le nécessaire avec l'appui de l'Organisation internationale pour qu'on vaccine le maximum de la population. Étant donné qu'il y a certains qui ont déjà développé le Covid, qui ont des anticorps, donc ils se défendront certainement mieux, sauf s'il y a un nouveau mutant qui arrive qui ne correspond pas au virus qu'ils ont eu avant. À partir de là, on pourra progressivement, avec les mesures barrières, les gènes qu'on a à maintenir, on pourra bien contrôler l'épidémie. Merci. Permettez-moi cette question, professeur. Tout le monde a vu le professeur Emile de Kekias aller au Madagascar pour aller prendre une tisane. Les gens se demandent est-ce que cette tisane avait été utilisée chez nous ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez géré cette... Nous, on a pris le produit qui était un don destiné au président de la République du Congo. Donc on a été donc un émissaire. On l'a amené et nous avons suivi les procédures que nous avons. D'abord analyser sur le plan chimique le produit pour savoir si le produit contient les substances qu'ils ont énumérées. Deuxièmement, voir si le produit n'est pas toxique pour l'individu. Après cette première phase, il fallait trouver des gens témoins pour le prendre. Nous avons remis ce produit après le 87 professionnels de santé à titre préventif. Malheureusement, les résultats sont mauvais. Les professionnels de santé, parmi les 87, il y a près de 38, voire 40 qui ont été infectés, malgré la prévention qu'ils ont prise. Donc, le produit n'a su pas de prévention. Dans sa version curative, c'est-à-dire pour traiter, il a été soumis à 14 patients. 14 patients volontaires qui sont Covid positifs pour voir si ça peut tuer le virus. Mais malheureusement, là aussi, les résultats n'ont pas été probants.
Donc par conséquent, quand on comparait ça avec nos schémas thérapeutiques c'est 5 fois supérieur. Alors celui-là n'a gagné aucun. Alors donc nous avons, tenant compte du fait qu'il s'agissait d'un don destiné, nous avons préféré ne pas publier pour éviter les problèmes, le conflit, étant entendu que c'est un don qui a été fait au chef de l'État congolais. Ça n'a jamais été pris pour faire une expérimentation, on n'a jamais donné au président de la République du Congo pour qu'il fasse une étude pour publier les résultats, si c'est efficace ou non. Donc le produit, quand vous sortez de mon bureau, les cartons existent toujours. Donc ceux qui sont volontaires, qui veulent le prendre comme tisane, ils sont la bienvenue, parce qu'il a des propriétés contre le paludisme, il a des propriétés hypoglycémiantes, comme nous avons beaucoup de plantes ici qui ont les mêmes propriétés, et il peut venir se servir. Ok, merci professeur, mais un dernier mot à l'endroit des Congolais qui sont aujourd'hui réticents, qui pensent qu'ils sont bien à l'abri de la pandémie. Moi je crois que les Congolais ont montré leur bravoure, parce que grâce à eux, on a pu vaincre la première phase de l'épidémie, la première vague. Parce qu'il faut savoir que s'ils n'avaient pas adhéré aux mesures qui ont été dictées, on ne pourrait pas contrôler l'épidémie. Donc on est arrivé au creux de l'épidémie au cours du mois de septembre, début octobre. Il faut les féliciter, c'est grâce à eux. Ce n'est pas seulement au traitement ou aux mesures qu'on a prises au bruit. D'abord, c'est l'adhésion de la population. Et je crois que les Congolais sont aussi capables de dire, attention, l'épidémie n'est pas finie, le virus continue à circuler, suivons les mesures et ne faisons pas n'importe quoi. Donc c'est eux seuls qui sont capables de prendre leur responsabilité. Le déni de la maladie, c'est du passé. On ne peut plus dénier, la maladie existe. Les gens qui cherchent à se confier, les gens qui ont le Covid, ça ne sert plus à rien. Parce que dans chaque famille, on a le Congolais pour un cas qui a connu le Covid, a connu des cas de décès. Donc ça ne sert à rien, c'est du passé. La maladie existe et les seules mesures, c'est la prévention. Et la prévention, on l'a fait par les mesures barrières, par les règles d'hygiène pour se laver les mains, par la distanciation qui font partie de toutes ces mesures, et par le port de masque parce que le virus est transmis par le nez et la bouche, par là où on respire. Et que cela doit rester malgré l'introduction du vaccin au cours du premier trimestre 2021. On doit privilégier ces mesures. Vous savez, je vous dis une chose, moi j'ai l'habitude de voyager, pas beaucoup, mais avant même l'épidémie, par rapport à des maladies transmises par les voies aériennes supérieures, vous voyez beaucoup d'Asiatiques, Coréens, Japonais, quand ils débarquent à New York, à Paris, ils ont tous des masques. Mais c'est une culture. Mais c'est ça que c'est difficile chez nous. On souhaite respirer contre le vent. Mais tant qu'il y a une épidémie qui est transmise par cette voie, le message que je donne, c'est le message de prévention. Sur le plan du traitement, on a les moyens de traiter, mais à condition d'arriver tôt. Quand on arrive tôt, on vous donne un traitement même à domicile, vous guérissez. Mais si vous avez plus de 40 ans, et vous avez ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire que vous souffrez de tension, vous souffrez de diabète, vous souffrez, vous avez fait un AVC, vous avez des problèmes de rein, vous avez des problèmes de respiration chronique, vous avez la drépanocytose homozygote, la femme en grossesse au 3e trimestre, vous êtes traité pour un cancer ou d'autres maladies immunosuppressives, l'association entre la Covid et ces maladies est un facteur d'aggravation de mortalité. D'où la nécessité d'être dépisté tôt et d'être pris en charge. Merci, professeur. Et moi.